L'odeur se fit sentir avant même que le premier cri ne retentisse. À 3 heures du matin, sous les voûtes de l'aile et du château de Saint-Denis, l'un des gardes de nuit, passant devant les appartements fermés de la reine, se plaignit d'une odeur de chair en décomposition. 40 minutes plus tard, la sage-femme, Madame Hélène, se précipita dans le couloir, pâle et en larmes. Elle ne dit pas un mot. Elle était suivie par le vieux chapelain qui portait un paquet recouvert d'un tissu noir. Il marchait lentement, tenant le tissu à bout de bras, comme s'il avait peur de toucher ce qui se trouvait dessous. La reine Jeanne, dernière descendante de la branche des Valois, avait accouché sans témoin et dans l'obscurité totale. Elle était enceinte de 4 mois, dans la chaleur et l'isolement, les fenêtres fermées et les fentes bouchées. Le médecin de la cour était absent, renvoyé à Rouen auprès du duc mourant. Il ne restait plus que la vieille Hélène, une guérisseuse qui n'avait pas le droit de toucher le sang royal et encore moins d'accoucher. Plus tard, les rapports mentionneront: l'enfant est né sans signe de vie, la peau noircie par endroits, avec des traces évidentes de décomposition. Le médecin ajoutera dans son rapport probablement une infection intra-utérine, combinant des signes d'hydropysie et d'érythème gangreneux. Personne ne dira à voix haute que l'enfant empestait déjà au moment de sa naissance. Les langes furent brûlées à l'aube. Le tissu ne pouvait être lavé. Les témoins furent renvoyés vers les reliques sacrées. Les domestiques furent remplacés et la pièce où avait eu lieu l'accouchement fut clouée et aspergée de vinaigre. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'un chirurgien entra dans la pièce. Il affirma qu'il restait des traces de sang et de quelque chose ressemblant à un mucus jaune dans les fissures du sol. Le lit fut transporté dans la cour intérieure et brûlé avec les couvertures. La reine survécut, mais le 6e jour, elle cessa de parler. Les serviteurs remarquèrent qu'elle regardait le plafond sans cligner des yeux et que ses lèvres bougeaient. La nuit, on l'entendait répéter quelque chose à propos d'un serpent noir et d'un souffle d'enfant à sa tête. Au bout d'une semaine, son corps se couvrit de taches, d'abord sur le ventre, puis à l'intérieur des cuisses. Le médecin, enfin arrivé de Rouen, ordonna immédiatement de fermer les fenêtres, de faire brûler de l'encens et de donner à la reine une décoction de pavot. Il interdit à quiconque d'entrer dans ses appartements, y compris son confesseur. À la cour, on commença à murmurer: « Elle n'est pas la mère, c'est un vase maudit. » Le même mois, un message arriva de l'abbaye de Sainte-Radegonde. Des voix nocturnes se font entendre dans les cellules et la statue de la Vierge Marie dans la chapelle principale pleure des larmes de sang. L'archevêque exigea une enquête. L'un des jeunes diacres disparut, laissant sur son lit un parchemin couvert de 2 mots répétés: « Meurs, enfant ». La cour officielle ne fit aucun commentaire sur ces événements. Dans des lettres adressées à Rome et à Vienne, les ambassadeurs étrangers rapportaient: « La reine de France est gravement malade, les suites de l'accouchement sont lourdes, ses appartements sont isolés, il n'y a aucune menace pour la succession au trône. » Entre-temps, le vieux duc Armand, seul héritier légitime, mourut de fièvre. Son corps n'a pas pu être transporté à la chapelle royale. Il s'est décomposé à mi-chemin et la calèche a été renvoyée. Au début du mois suivant, selon la femme de chambre, la peau du ventre de la reine s'est fissurée et un liquide ressemblant à du blanc d'œuf pourri s'écoulait des fissures. Pendant la nuit, on trouva une tache humide dans son lit
qui ne s'échappa même après 2 fumigations. Les serviteurs se mirent à fuir. Ses cheveux tombaient par touffes. Elle restait silencieuse, mais désormais, elle ne bougeait plus les lèvres. Seuls ses yeux restaient ouverts. À partir de la 3e semaine après l'accouchement, l'odeur dans les appartements de la reine devint insupportable. Le vinaigre, l'encens et le soufre apportés du monastère de Sainte-Geneviève ne servaient à rien. Les rideaux en tissu étaient humides, de la moisissure se développait sur les oreillers. Les serviteurs se plaignaient d'irritations dans la gorge et d'éruptions cutanées sur les mains. On ne la changeait plus. Personne n'osait toucher son corps. La reine gisait sous 2 couches de toile grossière, immobile, inconsciente, les yeux ouverts. L'un des frères moines, autorisé à l'asperger, jura dans une lettre au supérieur que ses pupilles se dilataient lorsqu'on prononçait le nom du diable. Le médecin Foch insista pour ouvrir une vieille plaie sur le ventre où, selon lui, du pus s'était accumulé. Mais l'archevêque interdit toute saignée. Même la chair en décomposition du ventre sacré ne doit pas être incisée sans bénédiction. Cette même nuit, Hélène, une vieille sage-femme, s'enfuit pour la première fois de la chambre de la reine. Elle criait que l'air était imprégné d'humidité et que quelque chose rampait dans les draps. Le lendemain matin, elle était introuvable, ni dans le château, ni dans les villages voisins. Elle avait été remplacée par une jeune fille silencieuse venue de l'abbaye, qui, selon les rumeurs, avait été amenée de force. Elle ne parlait pas et gardait les mains dans ses manches, même pendant son sommeil. Officiellement, on continuait d'affirmer que la reine se remettait. Les ambassadeurs en Lorraine et en Savoie recevaient l'assurance que elle sortirait sur le balcon dans 40 jours et que l'accouchement l'avait affaiblie, mais que son moral restait bon. Mais derrière les portes de ses appartements, la garde avait déjà été changée 3 fois. Les hommes, qui n'avaient pas supporté une seule nuit, refusaient de revenir. L'un d'eux, François Duton, âgé de 20 ans, s'était brûlé le visage une semaine après avoir pris la relève et s'était suicidé dans le puits du monastère. La version officielle, une crise d'épilepsie. Pendant ce temps, des rituels commençaient dans les appartements de la reine. L'archidiacre avait fait venir au château un groupe de moines de Toulouse, ceux-là même qui, à l'époque des hérésies, récitaient des prières sur les morts pour chasser la souillure de leurs restes. Ils chantaient toute la nuit, laissant des signes de cendres sur les portes. Un matin, on les empêcha d'entrer. Derrière la porte, on entendait un bruit comme si un liquide coulait sur la pierre. À l'aube, lorsqu'on ouvrit les appartements, le sol était sec, mais il restait sur le mur une trace qui ressemblait à l'empreinte d'une main tendue vers le haut. La reine n'était lavée par aucune main vivante. On la nettoyait simplement avec des chiffons imbibés de vinaigre et on changeait les bandages qui absorbaient une substance sombre et collante. Au cours de la 4e semaine après l'accouchement, une note apparut dans un traité rédigé sur ordre de l'archevêque. Dans la région de l'entrejambe, on observe des ulcères noirs d'un diamètre pouvant atteindre 3 doigts. La chair est molle, les bords ne tiennent pas en place. Il était également indiqué que la peau à ces endroits dégage une odeur sucrée de pourriture. Sur ordre du conseil, une partie du mobilier des appartements fut emportée et brûlée. Les rideaux furent retirés, mais même après avoir été trempés dans de la lessive et bouillie, l'odeur persista. Ils ne furent pas rendus.
À leur place, les fenêtres furent condamnées avec des planches et une seule lampe fut placée dans la pièce. Elle diffusait une lumière tamisée. L'un des moines avoua plus tard que, à la lueur de la lampe, la reine ressemblait à une momie que l'on avait oublié d'enterrer. Entre-temps, deux envoyés de Naples arrivèrent à la cour. Ils ne furent pas admis en audience, mais l'un d'eux, selon la rumeur, soudoya un garde et aperçut la reine à travers une fente dans la porte. Dans une lettre interceptée plus tard en Bourgogne, il écrivait « Elle ne respirait pas, elle ne clignait pas des yeux, mais son visage bougeait comme si quelqu'un remuait ses muscles sous sa peau. » La situation politique s'aggravait. Les princes commencèrent à correspondre entre eux, discutant de la possibilité de transférer la régence. L'un d'eux, le vieux duc de Rennes, déclara ouvertement « Si la reine ne se présente pas à la réunion dans un mois, nous considérerons le trône comme vacant. » L'archevêque l'accusa immédiatement de blasphème. Mais des lettres en provenance de Lyon et d'Angers confirmaient « Il y a de la panique à la cour. Des choses indescriptibles se passent dans les appartements de la souveraine. » Au bout de 6 semaines, l'odeur atteignit la cour intérieure. Les chevaux refusaient de s'approcher de l'aile est. Les chiens hurlaient la nuit. Les gens commencèrent à partir. Le cuisinier demanda sa démission. Le chef des gardes feignit d'être malade. 3 serviteurs disparurent. Personne ne les chercha. À la même époque, un rituel secret eut lieu dans le palais, une communion avec un masque mortuaire. Au-dessus du lit de la reine, on suspendit un tissu représentant le visage de Jean-Baptiste, et pendant 3 nuits, on récita des prières pour la résurrection de la chair. La 4e nuit, le tissu tomba. La femme de chambre affirma que, au même moment, la reine avait crié, mais personne d'autre ne l'entendit. Le lendemain, tous les dents de la reine tombèrent. Elles gisaient sur l'oreiller comme si elles avaient été disposées à la main. Le médecin ordonna de sceller à nouveau les appartements, non plus pour la sécurité de la reine, mais pour que personne ne puisse voir ce qui se passait. À la 8e semaine après l'accouchement, on ne désignait plus la reine par son nom. Dans leur rapport, les courtisans écrivaient « Elle, celle qui est couchée, la défunte qui respire ». Dans les décrets officiels, on utilisait l'expression « au nom du trône, tant que sa détentrice est dans la souffrance ». L'accès à l'aile et du château était complètement bloqué. Les moines n'y entraient pas. Ils se contentaient de laisser à la porte des sacs de vinaigre, des bandages et des couteaux nettoyés. L'un des moines affirmait qu'un jour, un couteau était revenu dans le sac couvert de cheveux et de sang, alors que personne n'était entré dans la pièce. Entre-temps, le corps de la reine avait commencé à se décomposer. Le médecin Fuchs, à ses risques et périls, rédigea un rapport dans lequel il indiquait que le corps ne présentait pas seulement des signes de putréfaction, mais aussi de décomposition interne avec une activité tissulaire vivante. Dans un autre passage, il décrivait « Sur la cuisse droite, un morceau de chair s'est détaché avec la peau, laissant apparaître des excroissances blanches qui se tordaient comme des vers, mais sans forme ni tête. » Sa lettre fut brûlée sur ordre de l'archevêque. Mais plusieurs copies sont restées entre les mains du chancelier et l'une d'elles a été retrouvée plus tard dans les archives de Beauvais, dans le dossier sur les accouchements maudits. Les rumeurs se multipliaient dans la capitale. On disait que la reine n'avait pas donné naissance à un bébé mort, mais à quelque chose sans os, recouvert d'une mucus sombre.
que la sage-femme n'était pas morte de peur, mais d'avoir touché l'enfant, que les langes n'avaient pas été brûlés pour être désinfectés, mais dans le cadre d'un rituel d'exorcisme. Plusieurs herboristes affirmèrent que des serviteurs du palais étaient venus leur demander de l'absinthe, de la peau de crapaud séchée et de la pierre noire. L'un d'eux disparut plus tard, laissant sur le mur de son échoppe ces mots griffonnés: « Elle n'est plus humaine ». Pendant ce temps, des morceaux de peau commençaient à se détacher du corps de la reine. La femme de chambre qui entra un jour pour changer son bandage resta muette pendant 3 jours, puis devint silencieuse au couvent Saint-Gilles. Plus tard, dans les notes de l'abbesse, on trouva son témoignage. Son visage était comme un tissu couvert de taches, quelque chose bougeait sous sa peau et sa bouche remuait, mais aucun son ne sortait. Le conseil se réunit dans la petite salle sans la participation de l'archevêque. Pour la première fois en 200 ans, la question de la reconnaissance anticipée de la mort du monarque en l'absence d'acte officiel fut examinée. Le vieux duc d'Anjou insista sur la formulation « La chair a perdu son aspect humain ». Le même jour, une délégation d'Avignon, composée de représentants non officiels du pape, arriva au palais. Ils ne furent même pas admis dans la cour intérieure, mais laissèrent à la porte une lettre scellée. Si la malédiction est confirmée, les terres consacrées ne pourront plus accueillir le corps. Cela signifiait que la reine ne serait pas enterrée dans le caveau familial. Après minuit, le 12e jour du 3e mois, les gardes du palais se précipitèrent dans la salle du conseil. L'un des gardes qui se tenait devant les portes scellées perdit la raison. Il s'arrachait les cheveux et criait qu'il entendait les murs respirer. Un autre, Pierre le Noir, avait dégainé son épée et tentait de frapper la porte verrouillée de la chambre, affirmant qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Plus tard, on découvrit une tache sombre sur le mur près duquel il se tenait, semblable à de la cire grasse ou du sang. Le lendemain, on parvint enfin à entrer dans la chambre. 4 hommes, enveloppés dans des foulards et des soutanes, tenaient des encensoirs et une lanterne. Le corps de la reine gisait dans la même position, mais le matelas s'était affaissé sous lui, comme s'il s'était dissous. Les draps collaient à sa peau. Sa cuisse gauche était ouverte, laissant apparaître un trou autour duquel s'étaient formées des fissures sombres, comme l'écorce d'un arbre. Les vêtements dans lesquels on l'avait enveloppée étaient mouillés, sans que personne ne sache pourquoi. Dans un coin de la pièce gisait un lange. Personne ne savait d'où elle venait. Tout ce qui concernait l'enfant avait été détruit dès le premier jour. Elle était couverte de mucus séché et de sang. Le moine qui s'approcha le premier commença à réciter une prière, mais il ne la termina pas. Ses yeux se fermèrent et il s'effondra sur le sol. On l'emmena et il ne parla plus. Les autres restèrent silencieux. Au bout de 2 heures, la décision fut prise. Il était impossible de sortir le corps. Il fallait construire une chambre mortuaire en bois à l'intérieur même de la pièce, puis la sceller et la fermer le jour même. Les préparatifs commencèrent, mais les charpentiers appelés de Lyon refusèrent d'entrer. Ils furent remplacés par 2 novices. La chambre fut construite en 2 jours. On y transporta le corps sans le déshabiller. Selon la déposition du valet de chambre, au moment où l'on souleva la reine, 2 vers sortirent de son oreille et disparurent dans une fissure du sol. Après cela, personne ne pénétra plus dans sa chambre. L'archevêque rédigea un procès-verbal.
En raison de l'impossibilité de restaurer le corps et du risque de propagation de la souillure, le corps a été scellé dans du bois sacré et remis à Dieu pour l'éternité. Mais le procès-verbal ne porte aucune signature de personnalité laïque. Des troubles éclatèrent dans la capitale. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles la malédiction avait été transmise à l'un des membres du conseil. Plusieurs serviteurs et l'un des jeunes scribes disparurent. Au monastère Saint-Bernard, on commença à réciter quotidiennement des rites de purification pour tout le pays. Le duc de Chartres exigea que la mort de la reine soit reconnue et qu'une réunion des héritiers soit convoquée immédiatement. Mais aucune réponse ne suivit. 3 jours après que le corps eût été scellé dans un cercueil en bois, l'aile fut officiellement déclarée lieu de silence. Sur ordre du conseil, ni les serviteurs ni les prêtres n'étaient plus autorisés à y entrer. 2 gardes furent postés à la porte, mais ils ne tinrent qu'une nuit. L'un d'eux disparut, l'autre fut retrouvé plus tard dans l'écurie, nu, la robe déchirée, une croix brûlée sur la poitrine. Il ne dit rien, se contentant de s'arracher les ongles. La note qu'on trouva sous son lit ne contenait qu'une seule ligne. Quelqu'un murmure à l'intérieur, et ce n'est pas elle. Lors du conseil matinal, le grand chambellan rapporta: l'odeur s'est à nouveau intensifiée, malgré l'isolement. Elle traverse les murs. Des mesures ont été prises pour sceller les couloirs. Les gens commencent à tomber malades. 3 gardes ont de la fièvre, 2 serviteurs ont des ulcères. Extrait d'une lettre du duc de Lorraine. Si son corps n'est pas détruit comme il se doit, nous risquons de perdre la moitié de la cour. Je ne crois pas aux démons anciens, mais une chair qui ne se décompose pas selon la volonté du Seigneur n'est pas simplement de la chair. Pour tenter d'apaiser les craintes, l'archevêque fit procéder à une bénédiction générale du palais. Mais les encensoirs se consumaient dans l'aile est et les bougies ne s'allumaient pas. Plus tard, il avoua dans une lettre que, le 3e jour de prière, une religieuse de l'ordre de Chartres vint le trouver et lui dit: la malédiction ne disparaîtra pas, elle est déjà sortie. Son nom n'a pas été consigné, mais l'abbesse du couvent l'a mentionné plus tard dans ses notes. Sœur Agathe a quitté les murs et n'est pas revenue. Le conseil était divisé. Le vieux duc d'Anjou insistait pour que l'aile soit brûlée. Le chancelier le soutenait. Mais son cousin héritier, le comte René de la Manche, s'y opposa. Ce n'est pas seulement un sacrilège, c'est une reconnaissance politique de sa mort. Si nous faisons cela, elle sera officiellement morte et les revendications se multiplieront. Mais en secret, des négociations sur le partage du pouvoir avaient déjà commencé. Les lettres de l'ambassadeur espagnol contiennent une phrase directe. Personne ne la considère plus comme vivante. Tout le monde a seulement peur de le dire. Pendant ce temps, des bébés commençaient à mourir dans la ville. 5 familles ont déclaré la naissance d'enfants présentant des taches sur la peau et une desquamation de la chair. L'un des nourrissons, selon le récit d'une guérisseuse du quartier Saint-Michel, n'avait pas de bouche et ses yeux étaient remplacés par des cavités. Son corps a disparu après la visite de 2 moines en habit noir. Cela n'est pas mentionné dans les chroniques officielles. Mais dans la petite chronique de Saint-Rémy, on trouve cette phrase. La malédiction qui avait commencé dans le sang du mort-né s'était répandue dans le corps de la mère et s'était répandue sur la terre.
Lorsque des charpentiers s'approchèrent de l'aile scellée pour renforcer les murs, l'un d'eux, Pierre Roger, remarqua qu'une humidité noire s'écoulait de l'embrasure de la porte. Il l'essuya avec un chiffon qui se mit immédiatement à fumer. Pierre fut emmené, les mains brûlées, et ses cris furent entendus jusqu'à la tour nord. Après cela, l'archevêque annonça que désormais, l'aile ait été interdite d'accès et même d'approche. De nouvelles portes furent installées et une barrière érigée. Et pourtant, quelques semaines plus tard, le jour où tout fut décidé arriva. Après de longues discussions, un décret secret fut signé, déclarant la reine morte. Le document ne fut pas publié, mais la veille, la nouvelle noblesse organisa un festin. Personne ne parlait ouvertement, mais on but beaucoup de vin. Quelques jours plus tard, une réunion secrète fut organisée dans la chapelle nord. Le chancelier, 3 ducs, l'archevêque et le commandant de la garde étaient présents. On y lut. Elle ne peut plus être considérée comme la détentrice de la couronne. Son corps est scellé, son esprit banni, mais une trace subsiste. L'héritage sera partagé selon le sang. La mémoire sera cachée. L'aile sera détruite. Le décret n'était pas scellé, mais il fut exécuté. À l'aube, on mit le feu à l'aile est. Du kérosène fut répandu à la base des portes, dans les coins et le long du plafond. Lorsque la poutre centrale s'embrasa, beaucoup affirmèrent avoir entendu un cri qui n'était ni féminin ni humain. L'un des moines qui observait la scène depuis une fenêtre écrivit « Les flammes se propageaient comme si elles connaissaient le chemin. 5 heures plus tard, l'aile s'effondra. Le feu fut éteint au bout d'une journée. Il ne resta plus qu'une carcasse de pierre et une tache noire au centre, à l'endroit où se trouvait la capsule en bois contenant le corps. Après cet événement, les chroniques du palais furent réécrites. Le nom de la reine y disparut. À la place de la date de sa mort, on indiqua « Elle est partie vers le Seigneur en ces temps de trouble et de silence ». Le caveau resta vide. Les blasons portant ces symboles furent retirés. Le peuple fut informé que la monarchie passait entre les mains des conseillers jusqu'à l'arrivée d'un prétendant légitime. Les lettres suivantes des ambassadeurs disaient « Le royaume est désormais sans visage. Il n'y a pas de mort en lui, mais le vide. » L'archevêque se retira dans un monastère où il mourut 9 mois plus tard de gangrène. Ses dernières paroles furent « Elle n'était pas seule ». Le contre-né fut empoisonné, le duc d'Anjou disparut. Le peuple disait que quiconque touchait à son pouvoir était maudit. À l'emplacement de l'aile est, un jardin fut aménagé où aucun arbre ne poussait. Plus tard, il fut entouré d'un mur et inscrit sur les cartes comme « terre morte ». C'est ainsi que prit fin une dynastie qui avait régné pendant 123 ans. Sa dernière représentante fut oubliée, son corps disparut, sa mémoire effacée. Mais dans les cercles monastiques, on murmure encore aujourd'hui « Elle n'est pas morte, elle attend que son sang l'appelle ».